Mesdames, Messieurs, bon réveil. Bienvenue, vous regardez Kiosque. Nous sommes jeudi 28 juillet 2022. L'actualité, comme dans chaque jeudi, on va parler économie. Tout d'abord, avec 4 milliards de dollars américains, les matelas en termes de devises, la barre historique pour la République démocratique du Congo. L'économie congolaise se porte bien. La gouverneure de la Banque centrale l'a fait savoir dernièrement lors du dernier conseil du ministre du vendredi de la semaine dernière. Madame l'a dit. Mais elle explique également cette situation par le fait qu'il y a eu un appui qu'on appelle le FEC, le financement du FMI, Fonds monétaire international, de l'ordre de près de 200 millions de dollars américains en termes d'appui à la balance des paiements. Et pour elle, il ne faut pas dormir sur ce laurier, il faut davantage travailler. Comment expliquer un peu ce paradoxe, pendant que les grandes économies connaissent l'effondrement, connaissent la récession, dans les contextes un peu particuliers de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais notre économie, la congolaise, fait la résilience. Comment expliquer cela? Alors, qu'est-ce que cela peut se traduire véritablement dans les paniers de la ménagère? On parle, c'est vrai, 4 milliards de dollars, mais pour quel impact dans les paniers de la ménagère? On en parle tout à l'heure dans cette émission. La Commission électorale nationale indépendante joue et gagne. Elle vient d'attribuer à titre provisoire les marchés d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs et des cartes d'électeurs, des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral à l'entreprise Mirou System, coût global pour ce montant 29 757 927 dollars américains. On parle d'un marché provisoire pour les kits. Mirou System, cette firme sud-coréenne, vous le savez, Mirou System, qui a été ici accusé avec le président de la CENI, Corneille Nangaa, de surfacturer les machines à voter. Rappelez-vous, en 2011, et aujourd'hui, Corneille Nangaa en fait les frais. Il a été sanctionné par les Américains. Mais, comme on dit, le temps est le meilleur allié de tout le monde. C'est les mêmes Mirou System, la même entreprise qui est aujourd'hui récupérée par la CENI, mais avec un coût très faramineux. On parle de 92 millions de dollars américains, c'est son scène, pour au moins 300 ou 350 kits. Donc la moyenne, si vous faites les calculs, on a une économie, c'est sur ce plateau, il va nous le faire. Ça risque de nous donner la moyenne autour de 2300 ou 2400 par machine ou par kit d'enrôlement. Autre sujet d'actualité, c'est Jean-Marc Kabound. C'est tout à l'heure au parquet général. Il doit être entendu, on veut l'écouter, on veut l'entendre, parce que c'est ça le terme, sur des propos qu'il avait dernièrement débuté lors de sa dernière conférence de presse. Certainement que le parquet estime qu'il y a des éléments, il doit quand même éclairer la lanterne du parquet sur ce qu'il a qualifié d'évasion fiscale, ce qu'il a parlé en termes de détournement des centaines de milliers de dollars américains de la République démocratique du Congo, transférés dans les îles Vierges, dans des paradis fiscaux. Merci à vous, c'est le menu de ce mag, avec le tout premier invité d'abord. Il est avec nous, Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs de Kiosque. Très bien, merci beaucoup à vous, très cher Joseph Kongolo. Le deuxième invité, il vient d'arriver également, il s'appelle, bon, lui il n'est plus à présenter, un peu comme Joseph Kongolo. Il s'appelle Faustin Koudiassiela, il est des Econews, l'info qui fait écho. Faustin, bonjour. Oui, bonjour Serge. Bienvenue à vous. Ça a été toujours un plaisir de te retrouver. Moi également, très content. Et j'ai salué Kongolo, il y a longtemps que je ne l'ai plus croisé. Ah oui. Ça fait un plaisir de le retrouver sur un plateau de télévision. Bon. Merci. Belle statistique de l'économie congolaise ces derniers temps. La gouverneure de la Banque centrale l'a fait savoir dernièrement lors du Conseil des ministres. Bon, évidemment, c'est vrai que jusque-là, bon, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que nos indicateurs conjoncturels, comme on dit, sont véritablement ouverts. Quand je parle d'indicateurs conjoncturels, donc je pense spécialement au taux de change, je pense au taux d'inflation, et on chute avec les réserves internationales qui, pour la première fois, disons-le, ils ont dépassé la barre de 4 milliards, donc c'est déjà un exploit. Mais bon, il faut reconnaître que... Combien de temps en termes d'importation? Bon, ça fait à peu près 6 semaines 3 en termes d'importation.
Bon, évidemment, quand les... On dira 2 mois, hein, 2 mois d'importation. Donc, disons 2 mois. 2 mois. Bon, c'est déjà... Bon, en termes statistiques, c'est déjà bon, mais il faut reconnaître que, Serge, notre économie reste tout à fait fragile, parce que, dites-vous, une bonne partie, en tout cas plus de 90% de nos exportations sont des produits miniers. Il y a la volée des produits pétroliers. Hein. Et puis avec, quand votre économie dépend totalement du marché mondial des matières premières, il faut reconnaître que vous êtes fragile. C'est vrai que les chiffres sont là, ils sont très intéressants, mais évidemment il y a encore des problèmes qui sont réels dans notre économie. Déjà, avec notre pression fiscale, selon les dernières statistiques du fonds qui tournent à peine autour de 11%, il faut dire qu'on est encore loin. Parce que même si on prend les recettes récoltées en termes par habitant, disons, on est loin de la moyenne africaine. Chez nous, ça représente à peu près, c'est moins de $100 par habitant, alors que d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, ils sont déjà au-delà de $300 par habitant. Donc il faut dire qu'il y a un effort qui doit être fait. C'est pourquoi je reviens toujours sur le même débat. Il faut que l'État accroisse ses capacités de recouvrement des recettes publiques. Vous parlez même de la refonte de notre système fiscal. Voilà, c'est ce que je disais. Pas seulement, parce que notre système fiscal, il ne faut même pas la réformer. Il faut même pas le réformer, il faut totalement le refondre. Parce qu'il est totalement dépassé. Il y a 2 questions tout à l'heure. Comment expliquer d'abord ce paradoxe pendant qu'on parle des économies qui frôlent la récession au niveau même des pays développés? Et nous c'est la résilience. Comment expliquer cela? Mais également, je suivais les rapports de la gouverneure générale de la Banque centrale lors de ce conseil des ministres. Il a parlé également du paiement du Fonds monétaire international en termes de conclusion du programme de facilité élargie au crédit, hein, de l'ordre de 203 millions de dollars. Bon, les 203 milliards là, bon, évidemment, vous savez, quand vous concluez avec le Fonds monétaire international, c'est le programme qu'on a conclu en juillet dernier, c'est-à-dire, vous vous mettez d'accord sur des revues semestrielles. Quand vous concluez un programme sur 3 ans, on suppose que vous aurez droit à 3 revues. Et à chaque revue, si la revue est concluante, le Fonds monétaire met à votre disposition ce qu'on appelle un appui à la balance des paiements. Évidemment, il faut dire que dans les 4 milliards de réserves en devises, il y a évidemment cet apport du Fonds monétaire international. Il a déjà fait à deux reprises. Il y a eu la première revue, il y a le deuxième. Donc on est déjà, en fait, le fonds nous a déjà injecté en faveur du trésor de la RDC à peu près 400 millions. Si on prend en compte encore les 1,5 milliard de dotations en DTS là, qui était pour accompagner les pays africains pour la relance post-Covid. Donc il faut dire que déjà, dans les 4 milliards de réserves qu'on a, c'est à peu près 2 milliards qui sont venus du Fonds monétaire international. Évidemment, quand vous parlez de ce paradoxe, c'est-à-dire il y a d'autres économies qui sont frappées de plein fouet par la guerre en Ukraine. Il faut dire chez nous, en fait, comme on dit, il y a quelque chose de malheur et bon. C'est-à-dire notre économie, c'est vrai que nous faisons partie de la mondialisation, mais reconnaissons que notre économie n'est pas interconnectée à l'économie mondiale. Et quand votre économie, comme c'est le cas sur le nôtre, c'est vrai que nous importons pratiquement tout, mais notre force c'est qu'on a profité de l'embellie au niveau de nos différentes matières premières d'exportation, notamment les cuivres et le cobalt, et il y a d'autres, l'or évidemment. C'est vrai que c'est ce qui nous a permis en fait d'amortir les chocs. Mais évidemment, c'est encore passager. Même le gouverneur, madame la gouverneure de la Banque centrale a souligné, c'est-à-dire, c'est vrai que les chiffres sur papier sont éloquents, mais il a attiré l'attention du gouvernement qu'il faut être prudent. On dit que l'économie congolaise n'est pas à l'abri des facteurs. Parce qu'on peut toujours s'attendre à des chocs externes. Très bien. Ce qu'on appelle des chocs exogènes. Évidemment, comme il y a un lisement par rapport à la guerre en Ukraine. Donc il faut craindre évidemment. Alors je vais vous poser une question, vous la notez tout à l'heure, parce qu'il y a des téléspectateurs qui parfois nous disent, mais quand vous parlez des 4 milliards, 2 milliards, 5 milliards, qu'est-ce que cela représente pour nous? Une explication technique, mais vraiment simpliste et simplifiée pour des téléspectateurs. Je vais revenir à vous. En quoi ces milliards de dollars, ces matelas des devises étrangères peut nous aider, peut être significatif dans les paniers de la ménagère. Alors, M. Joseph Kongolo, 2 mois d'importation, c'est vrai que les FMI est intervenu. La gouverneure de la Banque centrale, je prends la phrase de Faustin Koudiassela, qui dit que l'économie congolaise n'est pas à l'abri des facteurs de risque extérieurs. Le taux directeur de la Banque centrale, des banques centrales, je vais parler en termes des banques centrales aujourd'hui, peuvent influencer cette situation.
Mais vous pensez que le gouvernement a fait assez ou bien il y a un travail qui a été fait à l'interne? Bien, merci beaucoup d'abord pour la question. Je crois que d'entrée des jeux, il faut d'abord féliciter toutes ces performances. L'économiste vient nous dire tout à l'heure que c'est une première en République démocratique du Congo. Ces efforts doivent être d'abord salués. C'est important pour encourager ceux qui sont à la base, n'est-ce pas, toutes ces performances. Il faut vraiment les encourager. La troïka économique, budget, finances, banque centrale, tout cela DGI, mis ensemble, effectivement, ce sont des efforts exceptionnels. Dans une situation difficile de crise internationale, nous croyons qu'il y a lieu vraiment de saluer tous ces efforts par le gouvernement en place. Évidemment, dans ce gouvernement, vous avez des gens qui sont directement impliqués, tels que le ministre des Finances et ainsi que la Banque centrale. Effectivement, Banque centrale ainsi que les autres. Donc, il faut féliciter tous ces efforts. Deuxième chose, c'est que notre pays vient de très loin. Le pays vient de très loin. Et les performances dont il est question aujourd'hui ne sont pas venues d'autres substrats économiques. Ce sont les mêmes entreprises qui ont existé depuis longtemps. Il n'y a pas eu de grandes réformes en tout cas. Il n'y a pas eu de grandes réformes. Ce sont les mêmes entreprises. Il y a quand même une volonté, une politique. Voilà exactement. C'est ce que je voulais souligner. Ça dit que ce sont les mêmes entreprises, ce sont les mêmes acteurs, mais voilà que les contextes diffèrent. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une marque spéciale du porteur du pouvoir aujourd'hui à pouvoir faire toutes ces performances. Faustin a titré dans son journal ce matin hier, bravo Fachi. Mais ben justement, je crois qu'il n'est pas loin de la vérité, parce qu'au fait, nous ne pouvons pas comprendre que le même pays, les mêmes substrats économiques, c'est-à-dire les mêmes entreprises que nous avons, et qu'à une certaine époque, ça soit des performances très faibles, et à cette époque, nous avons des performances... Même si le FMI vient en appui à la balance des paiements, oui. Comme Faustin l'a dit un peu en sourdine, ouais. C'est que vous avez respecté les préalables, vous avez respecté les clauses, parce que si une revue, vous ne la respectez pas, comme on a vu avec Kabila, quand il fallait signer le PEC 2, je crois, ça n'a pas été respecté, et le FMI avait rompu les partenariats. Ça fait partie de performance. Ça fait partie, en fait, des performances. Et en plus de ça, le FMI n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs pays qui frôlent la récession, alors que ici chez nous, il y a une sorte de résilience. Donc ça veut dire tout simplement que le FMI est partout, et dans beaucoup de pays bien sûr, qui sont en récession aujourd'hui, alors que nous faisons un peu cette différence-là. Je crois que ce sont des efforts qu'il faut saluer. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes un grand pays. Regardez la population, regardez l'espace, n'est-ce pas? Plus de 2 400 000 km², plus de 100 millions d'habitants. Je crois que ces chiffres ne représentent rien par rapport, n'est-ce pas, à ce que représente la République démocratique du Congo dans ses agrégats sociaux différents. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément d'efforts à faire, et pour ça, nous demandons bien sûr à ceux qui dirigent ce secteur de faire encore beaucoup mieux, beaucoup plus mieux, comme l'économiste l'a dit, d'élargir un peu l'assiette fiscale, n'est-ce pas? Je crois que c'est 300 000 sur plus de 10 millions qui sont imposables. Donc je crois qu'il y a des efforts substantiels à faire, compte tenu des enjeux d'abord du 3e millénaire, ça c'est la première chose, des enjeux du 3e millénaire, compte tenu aussi, je veux dire que le monde est en redéfinition aujourd'hui, je crois que nous devons engager suffisamment de réserves pour éviter de tomber à chaque secousse de cette redéfinition. L'économie internationale connaît des fluctuations, hein. Ça c'est très important. Tout à fait. Alors je voudrais ajouter que c'est un élément de la redéfinition du monde actuel. Donc aujourd'hui, les anciens repères sont en train de tomber, les anciens acteurs, les grands acteurs sont en train aussi de tomber. Il y a une émergence d'une nouvelle classe politique, une émergence d'une nouvelle classe économique, et même l'économie elle-même n'a plus les mêmes ressorts. Il y a une sorte de mutation, n'est-ce pas, de ce côté-là. Je crois que ce sont des éléments qui entrent dans cette mutation du monde aujourd'hui, et nous, Congolais, nous avons des choses à donner, effectivement, et il nous faut tout simplement être sérieux et performants aussi sur le terrain pour pouvoir résister à toute cette secousse. Alors, Faustin, j'ai pu répéter ma question, je ne reviens pas sur les taux d'inflation. D'ailleurs, à la première semaine du mois de juillet, c'était des 0,3%. Hein. Mais s'il faut parler en termes de cumul pour la projection de croissance pour cette année 2022, il y a eu des projections de l'ordre de 6,1%. Mais une question directe, parce que tout cela, il y a des petits peuples qui ne vont pas comprendre cela. Quelle est la dividende pour la population congolaise?
Bon, quand on parlait de dividendes, je suppose que les dividendes de ces beaux chiffres... Voilà, de ces beaux chiffres, de ces belles statistiques. Voilà. Bon, ça, je dirais, vous savez, vous me posez la question de ce qu'on appelle, ce levier de loi autour de ce qu'on appelle la croissance inclusive. En fait, la croissance inclusive, c'est que, vous vous rappelez avec moi, vous vous souviendrez avec moi que quand Matata était Premier ministre, il nous vantait la stabilisation du cadre macroéconomique, oui. Et finalement, la réplique c'était, mais la stabilité, on ne la mange pas, parce que le plus peuple, là, il est encore à c'est moi qui va faire qui nous donne. Évidemment, c'est vrai que quand vous présentez ces chiffres, et qu'en même temps, on vous dit que nous sommes dans un pays où la pauvreté représente à peu près 73%, c'est vrai que c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais ça repose l'éternel problème de la répartition de ressources nationales. C'est là où il y a des équilibres. Vous savez, Serge, pour ceux qui sont spécialistes en macroéconomie le savent, quand vous évaluez le PIB ou la richesse nationale d'un État, on peut l'évaluer en termes de production, c'est-à-dire par la sommation de valeur ajoutée, ainsi de suite. On peut l'évaluer aussi en termes de revenus, c'est-à-dire ce que vous redistribuez aux détenteurs de facteurs de production. Comme on peut aussi l'évaluer en termes de dépenses, c'est-à-dire ce qu'on paye à l'État comme impôt, ce que vous payez comme salaire, ainsi de suite. Mais chez nous, évidemment, vous remarquerez que ce qui est produit dans le pays ne correspond pas forcément à ce qui est réparti en interne entre ceux qui ont participé à la production. C'est ça la grande différence. C'est pourquoi on parle beaucoup plus qu'il faut qu'il y ait une meilleure redistribution du revenu national. Malheureusement, chez nous, vous remarquez que la redistribution du revenu national, c'est plus concentré au niveau du sommet de la pyramide. Alors, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce ne sont pas ceux-là qui participent à la production réellement. Parce que chez nous ici, c'est vrai, quand vous consultez les chiffres de finances publiques, vous remarquerez qu'une bonne partie de notre budget de l'État est consacrée au fonctionnement des institutions. Oui. Et c'est tout le problème. C'est pour dire qu'il y a juste une minorité qui ne dépasse même pas 10%. Il n'y a pas de budget d'investissement. Il y a juste une minorité qui prend en otage 60%. Tout ce qu'il y a comme ressources générées en interne. Malheureusement, bon, quand dans un pays vous fonctionnez de cette manière-là, c'est vrai que vous découragez ceux qui participent à la production. C'est vrai que quand vous ne rémunérez pas correctement les facteurs de production, vous êtes ici... Mais en termes de gains, on peut parler de la capacité de pouvoir importer aisément les vivres, mais aussi la stabilité sur le marché d'échange. Ça, c'est des faits directs. Hein. Parce que Serge, là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire, pour un pays, vous savez, pour le dire de manière plus simple, un pays qui importe pratiquement tout, c'est un pays qui soutient une offre extérieure. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand on dit chez nous que 2 milliards par mois, 70% de ce que nous consommons est importé, cela veut dire que nous soutenons les producteurs extérieurs. Évidemment, c'est pourquoi quand on parle de réforme, il faut réformer, il faut diversifier. Je crois le terme est en vogue. On parle de diversification de l'économie, il faut que tout le monde participe à l'effort de la création de richesse nationale. Parce que, vous savez, dans une économie, ce qui fait les deux bras de l'économie, c'est l'offre et la demande. On s'est le mettre par là, hein, pour... C'est l'offre et la demande. Je voudrais mettre un petit mot là-dessus. Oui. Je voudrais dire que la pyramide, comme il vient de le dire tout à l'heure, c'est ça le propre des États moins développés, des États sous-développés. En fait, quand on commence à équilibrer la balance, comme vient de le dire, nous sommes dans ce qu'on appelle les États à revenu intermédiaire. Donc, notre maladie, tout en étant un État sous-développé, ou si vous voulez, je ne sais pas, on essaie d'atténuer les mots, sous-équipé, comme disait Mobutu, voilà, quand vous voulez là. Donc, c'est ça la maladie qui est liée à ça. Parce que plus on améliore ce qu'il vient de dire tout à l'heure, très vite, vous allez basculer dans ce qu'on appelle les États à revenu intermédiaire. Évidemment, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter derrière ça. Donc, c'est le fruit, au fait, d'une amélioration des performances au niveau, n'est-ce pas, de la répartition du revenu national. Donc, dès qu'on corrige cet élément, n'est-ce pas, ça veut dire sur la répartition de la production, on va basculer assez facilement. Parce qu'il y a des éléments. Basculer, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments nouveaux, d'autres facteurs, n'est-ce pas, sur lesquels il faut mettre beaucoup d'accent pour améliorer la performance. Et en ce moment-là, nous basculons dans ce qu'on appelle les États à revenu intermédiaire. Et là, c'est déjà un État intermédiaire entre
un État développé et un État sous-développé. Madame, Messieurs, on va quitter momentanément la gouverneure de la Banque centrale, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances, qui fait également intérim du ministre de l'économie, pour aller dans le Nord Kivu. Mais on quitte le Nord Kivu, je vous rappelle, où je vous informe que le mouvement anti-MONUSCO a gagné hier la province du Sud Kivu, précisément du côté de l'Ouvira. On a parlé de près de 3 morts par électrocution suite aux balles tirées par les éléments de la MONUSCO. La situation est très explosive dans cette partie de la République. Le bilan humain est revu à la hausse. On parle aujourd'hui, cher Joseph Kongolo, de 20 morts, dont 3 casques bleus, 3 manifestants, et de 17 manifestants. À ce propos, je voudrais dire ceci, que tous ces morts, ce sang-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça l'engrais naturel de la liberté. C'est peut-être dur à dire, mais c'est ça la vérité. C'est cynique de les penser. Hein. Effectivement, c'est cynique de les penser, mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire que la résolution de la crise à l'Est a peut-être, dans le cas actuel, besoin de ce sang pour arriver à une solution. C'est cruel de penser. C'est difficile, c'est dur, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ l'a fait, il fallait le sang, que le sang coule. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau de liberté, n'est-ce pas? Sans sacrifice. Sans du sacrifice. Mais il y a les sacrifices en termes de nos éléments de fardeau séculaire. Le sacrifice n'est pas suffisant. Malheureusement, il y a 6 millions. Malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore à ce que nous voulions, c'est-à-dire à la paix. Ça veut dire que, malheureusement, ça fait partie... Vous voulez nous dire de nous préparer à mourir davantage pour la paix? Écoutez, moi je ne saurais pas vous le dire, mais je sais que la paix aujourd'hui en République démocratique du Congo a besoin d'un flot de sang et ce sang-là continue. Il continue. Je voudrais dire tout simplement que la crise doit atteindre le summum, le paroxysme, avant de trouver une solution définitive. Et cette solution, le paroxysme... Il ne faut pas avoir peur de ces paroxysmes. Il ne faut pas avoir peur de la... Mais justement, il ne faut pas non plus l'éviter, il faut l'affronter. On ne l'évite pas, il faut aller jusqu'au fond. Et quand la crise va atteindre le paroxysme, il va éclater. Et quand il va éclater, effectivement, vous comprendrez que tous les agrégats, n'est-ce pas, tous les motifs de la guerre vont se disperser. Et là, il faudra avoir de l'esprit pour pouvoir récupérer la situation et construire la République. Alors, l'ONU, j'ai suivi Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui dit toute attaque, toute violation du quartier général ou soit encore du site de la MONUSCO sont assimilables à des crimes contre l'humanité. Je ne sais pas s'il voulait parler en termes de crimes de guerre, parce qu'il parle des attaques. Mais aussi, il y a eu 3 morts du côté casque bleu. Hein. Là, il ne voit pas le nombre de morts du côté congolais. On veut imputer malheureusement cela au président du Sénat, Bahati Lukwebo. Non. D'abord, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un hélicoptère de la MONUSCO et 8 casques bleus qui ont été tués. On n'a pas entendu Guterres parler de ça. Et ici, c'est la population. Cette attaque... C'est pas un hélico, mais avec des éléments de la MONUSCO. Tout à fait, c'est ce que je dis. C'est la population qui s'est soulevée contre la MONUSCO qui n'était pas armée. En fait, on a vu des manifestants, ils n'étaient pas du tout armés. S'il y a des malins qui se sont infiltrés, ça, il faut faire des enquêtes pour nous le prouver. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est la population qui s'est mise debout pour essayer de manifester contre la présence de la MONUSCO, compte tenu de sa faiblesse sur le terrain. Donc, il n'y a pas une attaque. Ça, c'est pas une attaque. C'était tout simplement un débordement des manifestants qui n'ont pas lieu d'être taxés, n'est-ce pas, de crimes de guerre, Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que tout cela contribue, n'est-ce pas, à la solution définitive de cette crise. La MONUSCO, Guterres et le Conseil de sécurité prennent maintenant la question au sérieux. Hein. Effectivement, vous savez que ça a réveillé tout le monde, ça a réveillé le monde, ça a réveillé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Guterres lui-même déjà, il doit se poser plusieurs questions parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça veut dire d'ici 2004, et comme il avait déjà programmé leur départ, si d'ici 2004, ou s'il y a un cas d'insécurité aggravante à l'Est, eh ben, je ne sais pas ce que sera encore la MONUSCO. J'ai parlé avec quelqu'un, avant d'accorder la parole à Faustin Koudiassela, qui me disait qu'apparemment, tous ceux-là qui ont manifesté, ces jeunes, moi je n'adhère pas à cette thèse en tout cas, non, ils jouent le jeu de l'adversaire parce que selon ce monsieur-là qui me le disait, un Congolais, qui m'a d'ailleurs intercepté chemin faisant, il me disait que mais si aujourd'hui le M23 ne sait pas attaquer Goma qui est à quelques 25-26 km, c'est parce qu'il y a la présence de la MONUSCO. Aujourd'hui, les M23 sont contre la MONUSCO, le Rwanda est contre la MONUSCO, mais nous aussi, apparemment, nous sommes naïfs
pour nous attaquer à la MONUSCO. Oui, mais en 2013, la MONUSCO était là quand M23 avait pris Goma. Donc, vous comprenez. Bon, ce que nous voulons dire, c'est que le rôle du leadership national aujourd'hui, c'est d'interpréter les événements qui se sont passés et de les analyser de manière à renforcer l'opinion nationale, notre opinion. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est réfléchir en lieu et place des adversaires de la République. Voyez-vous, le M23, le Rwanda et les autres. Mais nous devons réfléchir, agir de manière à ce que c'est comment produire la situation à notre faveur. Absolument. C'est-à-dire que ça vient renforcer notre argumentaire, n'est-ce pas, sur l'autre argumentaire sur le problème de la sécurité à l'Est. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est-à-dire que nous devons réfléchir de manière à ce que ce qui s'est passé à l'Est renforce notre argumentaire. Donc, là, c'est comment travailler pour récupérer la situation. Voilà comment travailler pour récupérer la situation. C'est ça le travail de la stratégie. Voyez-vous, c'est ça le travail de la stratégie. Donc, c'est ça. Ceux-là réfléchissent en lieu et place des adversaires. Nous ne sommes pas des adversaires. Je crois que c'est un message aussi fort par rapport à la force de l'EAC qui est annoncée. Hein. On n'a pas besoin d'une force pour venir jouer à l'interposition. On a besoin d'une force qui vient à l'offensive. Je voudrais ajouter un élément important. Et vous terminez par là. Oui. Rappelez-vous, en 60, la MONUC, je crois que c'était la MONUC en 60, oui. Elle s'est enlisée ici. La mission des Nations Unies. Et d'ailleurs, à la suite de cet enlisement, M. Dag Ahmadjon, oui, il est décédé, il a perdu la vie à cause de la crise dans la République démocratique du Congo. Et curieusement, aujourd'hui, la même mission des Nations Unies s'enlise en République démocratique du Congo. Effectivement, il y a autant des casques bleus qui sont morts. Je crains que l'histoire se répète et que l'un des responsables, n'est-ce pas, puisse aussi perdre la vie dans ce cas de la République démocratique du Congo. Déjà, il y a un ambassadeur italien qui a perdu la vie. Voilà, justement. Donc, ça dit qu'on s'enlise en République démocratique du Congo. Et nous voulons savoir pourquoi la mission des Nations Unies s'enlise toujours en République démocratique du Congo. Vous êtes politologue. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser des questions un peu sur la marche des Nations Unies? On a commencé par la Société des Nations Unies, SDN. Après, nous sommes allés, on a fait la mutation pour l'ONU. Mais il y a eu des choses qui n'ont pas marché avec les SDN. Mais plus de 30, 40 ans, 50 ans aujourd'hui avec l'ONU, apparemment, il y a aussi des choses, cher Faustin, qui ne marchaient pas. Il n'y a pas, j'ai comme l'impression, c'est pas l'impression, mais c'est la réalité, c'est qu'il n'y a pas une volonté réelle de la part de l'ONU de pouvoir mettre fin. Aujourd'hui, on parle de 3 mots du côté cascablé. Guterres s'empresse pour parler des crimes de guerre, mais s'il faut mettre sur la balance des centaines de milliers de morts de Congolais, l'ONU ne s'investit pas assez. Bon, Serge, c'est vrai, je vais revenir d'abord sur votre première question que vous avez posée à mon frère Kassoum. Je dirais, en fait, il faut, quand vous parlez de morts, c'est vrai, moi, ce qui m'a révolté, quand j'ai lu le communiqué de presse de la MONUSCO n'insiste que si ces 3 casques bleus tués, et des dégâts matériels. Et des dégâts matériels. C'est comme si tous les autres morts congolais, c'est à classer dans la rubrique de charges et pertes diverses. C'est-à-dire, ceux-là, ils peuvent mourir de toutes les façons. Bon, ça ne compte pas pour nous. Le plus important pour nous, c'est que nos hommes, 3 hommes sont morts sur le terrain. Mais il y a une question qu'on se pose et pour laquelle on n'a pas encore de réponse. Qui a réellement tué dans l'Est? Ah oui. Dernièrement, le numéro 2 des Nations Unies était devant la presse. Oui. Au traditionnel briefing avec le porte-parole Patrick. Avec le porte-parole du gouvernement. Lui, il a été direct. Il dit non, en tout cas, s'il y a des gens qui sont morts, ce n'est pas nous qui les avons tués. Mais quand tu as dit qui les a tués, il dit non, il faut attendre une enquête. Mais quand vous lisez le communiqué de la MONUSCO, vous sentez réellement où pointent déjà les coupables. C'est comme s'ils disent non, voilà, parce que maintenant, on ravit les policiers. On dit non, voilà, c'était, la MONUSCO ne les appelle même pas des manifestants, ce sont des criminels, tout ça. Il y a eu des infiltrations, il y a manipulation. En fait, c'est comme si on s'enferme déjà dans un cycle infernal, avec cette stratégie qu'on aime bien rabattre chaque fois qu'on est en face d'un trou noir, c'est-à-dire, on cherche maintenant un bouc émissaire. Qui a fait en sorte que les gens se révoltent? Mais qui a fait en sorte que les gens se révoltent? Réalisons juste le fait. Comment on en est arrivé? Les Congolais ne sont plus naïfs. Quand le Conseil de sécurité, le mois dernier, reconduit l'embargo sur les armes en RDC, alors que le pays est agressé, les porte-parole de l'ONU vous dites qu'on n'a pas les éléments, les mêmes armes. Est-ce qu'à partir de New York, on pensait que les Congolais allaient applaudir? Un pays qui est agressé, qui doit se défendre, vous dites non, voilà, pour vous, chaque fois que vous voulez acheter des armes, il faut que nous vous donnions l'autorisation. Alors que les autres, on sait que derrière les M23, il y a les Rwandais et tous les autres. Si on dit aujourd'hui, je crois qu'Assoum est revenu sur ça, le M23 est à 26 km de Goma, mais il ne s'est pas arrivé au Goma parce que la MONUSCO s'interpose. Moi, j'ai dit non.
C'est parce que ceux qui sont derrière les M23 leur ont dit de rester d'abord à Bunagana en attendant qu'on puisse un peu conditionner ces gens de Kinshasa. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, Bunagana est occupé depuis un mois. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une contre-offensive de l'armée nationale? Pas du tout. On est en train de nous distraire par des sommets. Tantôt on est en Nairobi, tantôt on est en Angola, tantôt on est ici. On se dit voilà, il y a une solution diplomatique qui est en marche. Mais la solution diplomatique est en marche, bien sûr. On ne peut pas fermer cette piste. Ça prend du temps. On ne peut pas fermer cette piste, mais entre-temps, une partie du territoire national est occupée. C'est ça la révolte. Et juste après le vote du Conseil de sécurité, quand Mme Bintou Keïta vient devant le Conseil de sécurité, elle avoue publiquement, comme les catholiques le disent, oublie que nous, la MONUSCO, nous sommes incapables de contrer le M23 parce qu'il opère comme une armée conventionnelle avec des armes sophistiquées. Et la population doit en tirer une conclusion. C'est un aveu. La population doit en tirer une conclusion pour une mission qui est là depuis 20 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand les troupes des Nations Unies sont venues ici, ils opéraient juste sous la label de MONUC. C'était juste une représentation, c'était presque les observateurs. C'est quand il y a eu la mort de avec tout ce qui a suivi, que finalement on en a fait une mission de stabilisation. Alors, Faustin, une question par rapport à ce que vous venez de dire là. Comment Bintou Keïta, et même pas elle, même les porte-parole l'a dit ici à Kinshasa, c'est limite à dire ils ont des armes comme une armée conventionnelle et des armes sophistiquées. Mais l'ONU et Bintou Keïta ne poussent pas leur logique au bout pour enquêter d'où viennent ces armes, par où achètent. Justement, Serge, voilà. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que quand le gouvernement congolais se présente devant le Conseil de sécurité, notre ministre des Affaires étrangères, il est la preuve à l'appui. Il dit non, voilà, le M23, c'est un groupe terroriste. Et derrière le M23, il y a le Rwandais. Voilà des éléments, des effets militaires qu'on a capturés. Attestés par les mécanismes conjoints. Les Nations Unies disent non, voilà, en tout cas, selon les informations à notre possession, on ne peut pas dire que le M23, c'est un groupe terroriste. On ne peut pas non plus affirmer que derrière le M23 et le Rwanda quand même. On n'est pas naïf. Donc ça peut justifier ces ras-le-bol de la population. On n'est pas naïf. Et quand vous revenez sur, je vais maintenant chuter sur votre question là, sur l'essence même du Conseil de sécurité, je crois qu'à ce moment-là souligné, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, Congolo, pardon, Congolo, oui. Je m'excuse mon frère. Okay. Comme c'est à ce moment Mayamba. Bon, c'est mon vieux, je le salue. Oui. De toute façon, il y a un cas de voix, donc c'est... Ah oui. Donc, je crois par rapport aux événements de ces derniers jours, on commence de plus en plus à donner raison à Kadhafi. Non, un peu plus loin, au général de Gaulle. Voilà. Déjà, avec la création des Nations Unies, il a dit que c'est un machin. Voilà. Qui ne sait pas aujourd'hui que les Nations Unies, c'est une arme du néocolonialisme? Comment expliquer que la MONUSCO, je crois, mon frère a travaillé à Radio Okapi, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a autour de cette affaire-là. C'est plus de 20 nationalités regroupées dans cette affaire-là. Et la MONUSCO est censée incarner la communauté internationale. Comment une branche de la communauté internationale, censée ramener la paix dans un pays, peut s'enliser pendant autant d'années et se déclarer incapable de faire face à une rébellion? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se représente un peu, parce que quand on parle de MONUSCO, on voit Bintou Keïta, c'est le monde entier. C'est une Africaine, on voit son adjoint, c'est un Sénégal, on se dit, bon, c'est une affaire d'Africain. Non! Derrière la MONUSCO, il faut dire qu'il y a la France, il y a les États-Unis, il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont là. Et d'autres membres là, non permanents, ils sont là. Comment expliquer que là où il y a les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ainsi de suite, on n'arrive pas à pacifier la partie est de la RDC? Donc c'est normal que les gens se révoltent. C'est vrai qu'il y a... Bon, le grand danger, c'est que la MONUSCO peut partir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous proposons comme alternative? Ça, c'est ça la grande question. Mais elle est là, qu'est-ce qu'elle fait non plus? Parce qu'évidemment, elle est là, elle fait quoi ici? Elle n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que celle, il faut pousser un peu, il faut pousser la logique un peu plus loin. Parce que il faut reconnaître aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a comme raté de la MONUSCO, malgré tout ce qu'il y a comme faiblesse, mais reconnaissons quand même que quelque part, la MONUSCO nous aide à remplir les vides de l'État à l'Est. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qui ronge la partie Est. C'est l'absence de l'autorité de l'État. Non, l'absence de l'autorité de l'État, quelqu'un l'a dit sur ces plateaux, on nous a conditionnés. On a même conditionné le gouvernement à penser et à intérioriser le fait que nous devons avoir la MONUSCO parce qu'il y a des zones où nous ne savons pas accéder parce qu'on n'a pas d'hélico, on n'a pas d'avion. Non, si la MONUSCO part, je suis convaincu que le gouvernement va prendre ses responsabilités.
Oui, il faut se préparer à ça. Oui. Il faut se préparer à ça. Il ne faut pas penser que non, nous approchons des élections, la MONUSCO va nous aider pour le déploiement des kits. Non. Un pays ne peut pas vivre sous une perfusion internationale. En plus, la MONUSCO n'est pas venue pour ça. Voilà. En plus, la MONUSCO n'est pas venue pour ça. Dans ces missions, il n'est pas... Non, dans la tête de nos dirigeants, on veut intérioriser ce que Faustin l'a dit là. Non, s'il n'y a pas la MONUSCO, comment est-ce qu'on va voyager? Il y a des zones où on n'a pas d'avion, on n'a pas d'hélicoptère. Je crois que c'est là où doit tourner des grandes réflexions aujourd'hui, c'est de reconquérir la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire national, de reconstruire l'État là où il n'existe pas, d'installer l'État là où il n'existe pas. Ce sont des questions majeures sur lesquelles on doit réfléchir. Mais pour revenir sur l'ONU et la Société des Nations, il faut dire dans quelles circonstances, n'est-ce pas, ces deux organisations sont nées. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont les puissants de la Première Guerre mondiale qui ont créé la SDF. N'est-ce pas? Et les puissants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont créé l'ONU. Donc c'est un instrument tout simplement de puissance de l'Occident. Tout simplement, c'est un instrument de puissance de l'Occident. En plus, pour notre pays particulièrement, il faut scruter davantage ce qui s'est passé en 1885. La RDC a été un pays majeur. Je crois que cette réunion, en fin de compte, c'était une réunion sur le Congo. Alors, il faut scruter quels sont les principes, qu'est-ce qui a été dit dans cette charte de 1885. Et je crois que le Conseil de sécurité, tous ceux qui sont dans le Conseil de sécurité, et même les membres non permanents, quelques membres non permanents, ce sont ceux-là qui étaient à la conférence, n'est-ce pas, de Berlin. Donc, il faut voir principe par principe, vous allez comprendre. Peut-être ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qui a été fait, ce qui a été planifié pendant cette conférence de Berlin. On voudrait nous maintenir dans ce qui a été dit clairement à la conférence de Berlin en 1885. Est-ce que l'ONU comprend que les choses évoluent et que la planète, les populations commencent à comprendre un peu? Non, l'ONU ne changera pas. L'ONU ne veut pas changer, mais c'est plutôt la pression des faits. Oui. N'est-ce pas? Et nous-mêmes, nous devons changer, donner d'autres signaux. Prendre une autre orientation. Voilà. Un État souverain. Mais c'est un sentiment, Faustin. Quand vous regardez ce qui se passe en RCA aujourd'hui, les Centrafricains comprennent que non, avec ses traditionnels partenaires, la France qui vient avec l'opération Barracuda à Bangui, ça ne marchait pas. C'est la France qui instrumentalise Noureddin Adam, qui attaque Bangui. C'est la France qui est derrière Bozizé. La RCA a changé le paradigme. Est-ce qu'au Nord Mali, finalement les Maliens ont compris que non, mais avec ces gens-là, ils nous maintiennent dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer aussi notre orientation? C'est vrai que nous sommes membres de l'ONU, mais il n'y a pas moyen au-delà de l'ONU de penser à des partenariats, comme on dit, sud-sud, entre États. Bon Serge, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au départ, il faut que nous, Congolais, nous mettions dans notre tête que la MONUSCO, c'est un business. Très bien. Voilà. Vous savez, quand on parle chiffres, peut-être on ne se représente pas de... Il y a des montants que nous, au Congolais, on a appris à minimiser. 1,5 milliard. Un business, c'est-à-dire une mission des Nations Unies qui vous coûte plus d'1 milliard. 1,5 milliard. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a comme emploi direct et indirect derrière ces 1 milliard. Et quand vous, peuple, vous venez vous dire non, voilà, nous voulons plus de cette affaire-là. C'est le chômage que vous voulez avoir. Mais vous créez des chômages qui auront des répercussions même dans des économies soi-disant avancées. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que, évidemment, nous sommes, notre gouvernement, en tout cas ceux qui nous dirigent, il doit prendre la bonne décision. Et il faut qu'il prenne la bonne décision. Il faut mûrir la décision avant. Il faut mûrir la décision. C'est vrai que comme vous avez dit, j'étais sur le point de chuter sur cette affaire-là, c'est-à-dire comment on va gérer l'après-MONUSCO. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays, vous avez même utilisé un terme très intéressant, continue toujours à bénéficier de la perfusion internationale. C'est inacceptable. En quoi sommes-nous finalement souverains? Parce que si aujourd'hui on se dit non voilà, bon, j'ai suivi M. Kassim, c'est vrai qu'il a reconnu que non voilà, il y a des ratés à notre niveau, on a eu des problèmes de communication, c'est vrai qu'on doit redimensionner nos opérations, mais ce qu'il a oublié, c'est que pour que la MONUSCO se recentre totalement à l'Est, on nous a promis que nous voilà, avec le chapitre 7 qui a été annexé à notre mandat, on sera beaucoup plus actif, mais on se rend compte que même s'ils ont concentré une bonne partie de leurs opérations dans les 3 provinces mercuriales de l'Est, mais la MONUSCO reste toujours faible. Et puis, le revers, c'est que, comme je l'ai dit en commençant, en répondant à votre question, quand vous êtes à la tête d'un État, quand vous gérez un État,
il faut savoir le défendre. Et il faut savoir lui donner les moyens de se défendre. Tant qu'on va confier notre sort à cette diplomatie, hypocrite d'ailleurs, soi-disant internationale, on continuera toujours à tourner en rond. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, Serge, je vais chuter par là, que la MONUSCO ne doit son existence que par rapport au chaos qui vient dans l'Est. S'il n'y a pas chaos, il n'y a pas MONUSCO. S'il n'y a pas de déplacés et de réfugiés, il n'y a pas HCR. S'il n'y a pas MONUSCO, il n'y a pas HCR, il n'y a pas toutes les ONG qui purient à l'Est là-bas. Maintenant, tous ces gens-là, vous voulez mettre fin à leur business. Vous pensez qu'ils vont nous devenons le théâtre de leur business. Mais bien sûr. Madame, il faut qu'à Kinshasa, on prenne la mesure de tous ces enjeux-là. Faustin Koudiasiala, on va se séparer avec Faustin et Joseph Kongolo. Attribution, Faustin, en 2 minutes, le temps nous fait défaut. Attribution, on va peut-être pas parler de Jean-Marc Abounda. Il est au cœur de l'actualité et pendant 2 semaines, c'est Jean-Marc Abounda, un diable politique. Attribution provisoire du marché d'acquisition des kits d'enrôlement et électeurs et cartes d'électeurs, mais aussi des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral. C'est l'entreprise sud-coréenne Niru System, coût global 92 millions de dollars américains, 752 924 dollars américains. La CENI joue et gagne. Vous l'avez bien dit. Je ne voudrais même pas faire trop de commentaires. On prend les mêmes et on recommence. Ouais. On ne change pas l'équipe qui gagne quand même. C'est une stratégie qui a porté, il nous a donné l'alternance. Ceux qui ont bénéficié de l'alternance se disent, mais comment ne pas nous fier à cette entreprise qui nous a permis d'accéder au strapotin quand même. Mais sauf qu'évidemment, cette fois-ci, on est encore au kit électoral. Bon. Quand Nanga nous avait amené cette firme sud-coréenne, on avait dit que non, voilà, le marché était surfacturé. On l'a diabolisé. On l'a diabolisé terriblement. Que non, voilà, chaque cadre du FCC a déjà sa petite machine à la maison. Il va voter à son niveau. Mais c'est ça la question. Il va voter à son niveau. Et même les coûts, c'était 1500 la pièce. Mais vous avez rapidement fait les calculs. Là, on est déjà au-delà de 2000. On est à 2300. On se dit, est-ce que la guerre en Ukraine est encore passée par là pour qu'on passe de 1500 à 2000? Bon. Alors, si à 1500, avec la machine à voter, à l'époque, on a parlé de surfacturation. Ça, ça concerne l'élection proprement dite. Et en termes d'enrôlement, à l'époque, c'était Gemalto, à 1400 pour le kit d'enrôlement. On a parlé de surfacturation. Entre 1400 de Gemalto pour le kit d'enrôlement et les 1500 pour la machine à voter. Et les 2000 d'aujourd'hui. Finalement, qui a surfacturé? C'est la question que je me pose évidemment. C'est vrai que, bon, c'est vrai, bon, au-delà de toute la logistique là, qui va entourer le processus électoral, je crois le point le plus important sur lequel on devrait vraiment engager un débat véritablement national, c'est sur ce fameux vote électronique. C'est vrai qu'avec Nanga, on sait comment ça s'est passé. Bon, même le taux de participation était faible parce que les gens étaient hésitants. Ils se disaient, mais cette élection est déjà pliée, pourquoi doit-on voter, ainsi de suite. Bon. Je suis tenté de vous poser... Je sais qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la publication des résultats par bureau de vote. C'est que normalement ça se fera comme c'était le cas avec Nanga, c'est-à-dire les bulletins sont encore en train d'être compilés et l'État va se réfugier dans son bureau là sur le boulevard du 30 juin, il annonce les résultats selon ce que lui dira la machine. Je prends la logique, hein. Est-ce que c'est normal qu'on puisse attribuer de manière provisoire cette opération aussi sensible? Est-ce que c'est une attribution provisoire ou bien c'est une attribution définitive? Parce que vous savez pas avec le mot. Ça, c'est vous savez, chez nous, Serge, on a la manie de faire perdurer le provisoire. Donc on dit qu'on a attribué, faites le tour des entreprises publiques là. À la tête là, il y a des provisoires. Évidemment, quand chez nous on vous dit non, ça c'est provisoire, dites-vous que non, on est déjà dans le définitif. Mais ça dit quand le fait qu'on puisse revenir au même opérateur qui a accompagné l'élection sous Nanga, que vous avez crucifié. J'ai l'impression qu'on a oublié toutes les critiques. Donc on a lavé Nanga. Les critiques antérieures, on a lavé Nanga blanc comme neige. Maintenant on se dit, bon, comme Nanga là, on sait au moins ces méthodes, comment ça fonctionne. C'est ça. Mais il est sous sanction, le pauvre. Hein? Ça dit, comme on sait les méthodes de Nanga, comment ça fonctionne, alors au risque d'innover avec une méthode dont on ne maîtrise pas, autant se rabattre et essayer à donner ses résultats. Mais vous l'avez Nanga sans le savoir peut-être? Évidemment. J'espère que le pauvre, il est maintenant agriculteur.
Ah oui. Comme il ne sait plus voyager, il est sous sanction. Bon, il s'est réfugié dans son base où il est là. Il fait son champ. C'est un grand fermier. C'est un grand fermier. Bon. Allez, clin d'œil à lui. C'est une belle reconversion, évidemment. Ah ouais, mais il a beaucoup fait pour ces pays. On lui doit aussi cette reconnaissance. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, sans fausse modestie, c'est vrai qu'on sait tout ce qui s'est passé autour de ces élections, mais il fallait avoir des nerfs solides pour organiser. Il y a des gens qui ont bénéficié de ces élections sans être sanctionnés, voilà. Mais Nanga qui n'en a peut-être pas directement bénéficié est sous sanction. Et même les gens qui les sanctionnaient hier, ce sont les mêmes qui se rabattent sur ces méthodes. C'est qu'on est obligé de réhabiliter Nanga. Ah oui. Et de faire les lobbies sur le plan international pour que les sanctions soient levées. Merci beaucoup. Parce qu'on le prend finalement pour un modèle. Je ne vous fais pas dire ça. Ça engage que moi, évidemment. Allez. La CENI joue et gagne. Hein. D'abord, il y a eu des mailles à partir avec les ministères des Finances. Il s'agissait de cette question d'acquisition des charrois automobiles. Mais la CENI a exhumé, hein, c'est ça les verbes. Hein. Oui, c'est quoi la structure de passation des marchés internes. Oui. Et finalement, comme pour dire, c'est fini avec cette histoire de mutualisation. Hein. La CENI commence déjà le travail, on attend l'ONIP. Est-ce que ça risque pas d'être des chevauchements? La CENI qui donne déjà les marchés à Mérou Système, après l'ONIP va venir. C'est fini la mutualisation? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle le marché provisoire? C'est une question. Ah ouais. Bon, c'est une question. Oui. Bon, moi je voudrais dire ce sont des questions tellement techniques. Vous avez posé des questions fondamentales. Pourquoi de 1400 à 2000 et plus, n'est-ce pas? Je crois que ce sont des questions techniques que Kadima et son équipe doit devoir expliquer à l'opinion, n'est-ce pas? Pour une machine qui a coûté $1400, aujourd'hui c'est 2000 et plus. Alors il faudra poser des questions. Sans compter les transports maintenant. Nous ne savons pas. C'est à lui peut-être de donner tous ces détails. Est-ce que, bon, ça c'est une curiosité personnelle, est-ce que ce ne sont pas les mêmes machines qui vont aider, par exemple, au recensement de la population? Je ne sais pas. Donc, ce sont des questions sur lesquelles vraiment il faut poser des questions. Il y a d'autres logiciels qu'on a insérés? Par exemple, nous ne savons pas, mais c'est des questions qu'il faut vraiment adresser à Kadima pour qu'il nous donne un peu les détails et expliquer un peu tous ces changements de prix. Mais, dans l'entretemps, je voudrais dire qu'il y a des indices assez sérieux d'une élection différente. Quand je parle d'une élection différente, je ne dis pas que c'est une élection parfaite. Non. Je veux dire tout simplement dire qu'il y aura une élection qui sera plus ou moins transparente par rapport... Chaque nouveau processus, effectivement, amène des améliorations substantielles. Jusqu'à ce que nous allons attendre. Et la vraie bataille reste celle du calendrier électoral. Oui, le calendrier électoral. Parce que là, on a un délai constitutionnel qui est contraignant. Oui, le délai est très contraignant, mais je sais que le langage de la CENI depuis 2006 est le même. Ils sont revenus sur le même langage, le même discours, contraintes, tout ce qu'ils veulent là. Mais je suis en train de voir que les choses risquent de se passer assez correctement, sans beaucoup de friction. Peut-être au niveau des acteurs politiques, comme ils n'ont jamais la même façon de percevoir les mêmes choses, les mêmes intérêts. Merci. Donc peut-être le débat sera à ce niveau-là, mais en réalité, nous sommes en train de voir un processus qui avance. Très bien. Qui avance et qui a plus de chances de nous ramener à une élection différente de toutes que nous avons connues depuis 2006. Très bien. Ça, juste un petit mot. Je crois, quand vous parlez de la mutualisation, il faut essayer ne serait-ce que de suivre Denis Kadima. En fait, dans la tête de Denis Kadima, cette mutualisation n'existe plus. Non, c'est fini. Ça n'existe plus. Oui. C'est-à-dire, il y a peut-être qu'au niveau du gouvernement qu'on continue encore à rêver. Ça touche à son autonomie. Voilà. C'est-à-dire, pour Denis Kadima, il s'est déjà inscrit dans la perspective des élections en 2023. Mutualisation, là, c'est un disque gouvernemental qui apparemment commence à être réglé. Et au niveau du montant, c'était 600 millions. Pour, la Banque mondiale avait déjà disponibilisé près de 400. Hein. Oui, c'était 600 millions le montant global pour la mutualisation, n'est-ce pas, de ces. Mais maintenant, nous sommes à 92 millions. Justement, moi je compare par rapport au montant qui a été... Oui, 600 millions. Peut-être que ça sera la moitié de ce qui a été prévu, à ce moment-là, ils seront dans le bon. Merci beaucoup. Faustin Koudiachala, merci à vous, cher Joseph Kongolo. On n'a pas pu parler de cette question de la lithium du Tanganyika. On va revenir le jeudi sur ça. Il y a eu des jugements qui ont été, des explorations qui ont été faites. Mais parce qu'il y a à boire et à manger autour de cette affaire. Bon, on va en parler en long et large, évidemment. Très bien. Le jeudi, tout dépend de vous. Si vous m'invitez, je serai là. Est-ce que je ne vais pas voyager le jeudi prochain? Ça fait longtemps que j'ai fait le déplacement de l'intérieur du pays. Tu vas récupérer quelques concentrés de cobalt. Merci, cher Joseph. Merci beaucoup. Je vous transmets les salutations du ministre des Affaires étrangères, avec qui on a eu une entrevue le dimanche. Il vous suit régulièrement et il me dit de vous dire qu'il était très flatté en lisant votre recueil.
Merci beaucoup, merci. Allez, merci à vous aussi, cher Faustin, pour votre présence chaque jeudi. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la proposition de cette émission Jeudi Écho. J'ai cité personnellement Gabi Kouba Bekanga et bienvenue Marie Bakoubadian. Ce sont nos consultants qui nous aident parce qu'on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. Quand c'est jeudi, d'abord on tient une réunion avec des économistes. Si Faustin n'est pas invité, c'est lui qui va diriger. S'il est invité, c'est Bakoumania ou encore Gabi Kouba qui va faire le boulot. Merci, on se retrouve à 18h pour la rediffusion et à 9h30 demain pour un autre nouveau et dernier numéro. Au revoir et bonne évasion sur les antennes des canaux.